Permets-moi de commencer par quelques nouvelles sur la délégation iranienne. Le président du Parlement, accompagné du gouverneur de la Banque centrale d'Iran et du ministre des Affaires étrangères d'Iran, est au Qatar. C'est à propos des avoirs iraniens gelés. Que savons-nous? Et Donald Trump a publié un long post sur Truth Social. Je ne sais pas. Il nous faisait un discours fleuve sur à quel point cet accord est fantastique tout en le concluant. Certaines nations ne voient pas cela d'un bon œil. D'autres, en revanche, sont impliquées. Et l'une des choses étonnantes qu'il a mentionnées est que l'Iran va faire partie des accords d'Abraham. Voilà ce qui se passe ici. Cet homme est en train de tout perdre. Quelle est votre perception de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? On va aborder d'autres sujets, mais quand il s'agit de l'accord, des négociations entre l'Iran et les États-Unis... Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, l'Iran est engagé dans les négociations. C'est les États-Unis qui s'auto-sabotent dans ces négociations. C'est ça le vrai problème. Parce que vous avez ce lobby sioniste qui déchaîne les passions. Lorsque la nouvelle a filtré samedi et que j'en ai parlé hier soir, la réaction a été globalement très négative. Donc Trump a une route semée d'embûches devant lui. Quant au cabinet israélien, il est loin d'être coopératif. Ils vont pas, super, c'est une bonne nouvelle. Donc ils sont contre. Vous savez, je pense que Trump tire parti du temps jusqu'à l'Aïd, puis il va frapper à nouveau. Tu sais, c'est dingue, mais la façon dont les différents termes sont présentés dans la presse, vous savez, apparemment, l'Iran va devoir patienter pour obtenir un allègement des sanctions. D'un autre côté, l'allègement des sanctions est imminent. Les actifs vont être gelés ou dégelés? Non, ils vont rester figés. Yves Smith a mis le doigt sur quelque chose d'important. Je n'avais pas pris en compte ce qu'elle a dit et je crois qu'elle a vraiment raison. Trump n'a pas la capacité de lever toutes les sanctions tout seul, car certaines d'entre elles ont été imposées par le Congrès. Donc Trump ne peut pas simplement dire « eh bien, tant pis ». Il doit impérativement convaincre le Congrès de lever ces sanctions. Donc, ce processus est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est clair, c'est qu'l'Iran sait exactement ce qu'il veut. Et l'Iran va maintenir fermement ses positions fondamentales. Il ne va pas demander à être soulagé des sanctions ni le retour des actifs gelés. Et si Doha est impliquée, Ba n'avait pas réalisé qu'elle pouvait jouer un rôle dans les sanctions et le gel des avoirs. L'autre endroit où il vous faudrait aller, c'est Dubaï, aux Émirats arabes unis. Je suis sûr qu'ils ont un bon nombre d'actifs iraniens qui sont potentiellement gelés. Eh bien, je pense que c'est juste un temps mort, malheureusement. Je ne vois pas vraiment ça comme une avancée. Il n'y a pas de dynamique politique aux États-Unis pour ça. Disons qu'il est temps d'arrêter la guerre et de chercher une solution. C'est toujours un peu ça. L'Iran va devoir faire ce qu'on veut, sinon ça ne changera pas. Donc tant que cette attitude n'évolue pas, je ne m'attends pas à un changement significatif. Poursuivre, vous savez, surtout avec ces pays qui adhèrent aux accords d'Abraham, ça n'arrivera pas. Les Israéliens ont montré qu'ils étaient d'une brutalité inouïe. Et vous savez, en ce moment en Israël, ils se déchirent. Vous savez, comme ça, du jour au lendemain, Ben Gvir ne cesse de répéter qu'il faut commencer à raser tous les bâtiments au Liban. Et quand Bibi Net et Yahoo trouvent ça trop radical, c'est dire à quel point la situation est folle. Yahoo aurait apparemment résisté et a dit « Nous n'allons pas faire ça ». Bon sang, il a enfin trouvé une conscience, c'est le chaos. Encore une manigance sur le marché. Les marchés qui sont ouverts ne le sont pas aux États-Unis aujourd'hui car c'est le jour du souvenir.
Mais les autres marchés de matières premières ouverts dans le monde ont contribué à faire chuter les prix du pétrole. Tout est prêt. Ce n'est pas si simple. Mais, vous savez, toute cette comédie autour de la manipulation du marché fait vraiment gagner beaucoup d'argent à quelqu'un. Ouais. Il semblerait que les actifs gelés au Qatar atteignent environ 11 milliards de dollars, un montant considérable. Et ils sont là pour en parler. Merci. Et Larry, tu penses que ça a l'air de la délégation? La délégation qatari, la nuit précédente, la nuit d'hier, est allée en Iran pour parler à l'Iran. Oso. S'agissait-il de cette négociation sur les avoirs iraniens gelés ou était-ce quelque chose de plus? Non, je pense que c'est quelque chose de plus que cela. Donc le Pakistan travaille d'arrache-pied dans les coulisses pour orchestrer le tri pour diriger la Chine et la Russie afin de bâtir une nouvelle structure sécuritaire dans le Golfe Persique. Vous savez, ce qu'on me dit, c'est que le Qatar et l'Arabie saoudite en ont vraiment ras-le-bol des États-Unis. Ils estiment que leur relation avec les États-Unis engendre davantage de risques et de coûts pour eux. Donc, ils aimeraient s'en débarrasser rapidement. Et ces discussions avancent sur qui va faire quoi. Comment va-t-on garantir la sécurité de ces pays, surtout en ce qui concerne la sécurité économique? Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Bueno. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en discussion. Cela montre qu'il y a de l'espoir. Une haute délégation iranienne s'est rendue au Qatar pour s'entretenir avec les dirigeants sur place. Parce que parmi tous les pays du Golfe Persique, c'est le Qatar qui... Je pense que le Qatar a connu les pires dégâts physiques à son infrastructure économique. Bien plus que simplement l'Arabie saoudite. Parce que certaines usines d'aluminium et les installations pour le gaz naturel liquéfié ont été gravement endommagées. Ce ne sera pas réglé en quelques mois. Ils risquent d'avoir des années de travaux devant eux simplement pour retrouver leur fonctionnement. Ils souffrent clairement d'une grosse perte de cash en ce moment. Donc, vous savez, ignorer ce que dit Donald Trump, ça n'en vaut pas la peine. Il navigue à vue et n'a toujours pas de plan clair. Une minute, il veut faire exploser l'Iran et la minute d'après, il déclare qu'il souhaite qu'ils adhèrent aux accords d'Abraham. À Kikon. Tu as évoqué Smotrich et lui, il dit qu'il faut que raser 10 bâtiments. Par exemple, à Beyrouth, en réponse à chaque drone. En nosotros. Voilà la question. Qu'est-ce que ces drones font à Israël pour qu'ils soient aussi paniqués à leur sujet? 10 bâtiments pour un drone, c'est quoi ce délire? Eh bien, les drones de Hezbollah détruisent des chars, des véhicules blindés et causent la mort de nombreux soldats. Israël souffre avec de plus en plus de pertes. Cette guerre avec Hezbollah est différente de celle de 2006, je pense, de manière significative, plus et en ce qui concerne la perte de véhicules et autres, il me semble que cela dépasse ce qu'ils ont perdu au combat. À Gaza, vous savez bien qu'Israël contrôle de manière très stricte les chiffres des victimes. Mais je suis prêt à affirmer que, en réalité, je pense qu'Israël a subi davantage de pertes dans cette situation tragique. Ces 6 derniers mois de combat avec le Hezbollah ont été plus intenses que tout ce qui s'est passé durant les 3 années précédentes à Gaza. Voici les mots du porte-parole. À Kikon. Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de péage dans le détroit d'Ormuz. Mais les navires doivent s'acquitter d'une taxe environnementale dans un système commun. C'est un jeu de mots. Vous l'appelez aussi des péages, mais ce ne sont pas des péages, juste un petit frais d'utilisation. Vous savez, c'est un peu comme si vous alliez à Las Vegas maintenant. Vous devez payer des frais de séjour.
C'est une taxe en plus, mais ils préfèrent l'appeler un avantage. tarif. D'ailleurs, les Chinois s'en servent. Oh, vous vous souvenez, avant Trump, la rencontre entre Trump et Xi, où ils utilisaient ce terme, contribution pour l'environnement converse à l'Iran. Oh, Larry, Donald Trump, on dirait qu'il fait pression sur les pays du CCG pour établir des relations avec Israël. Oh, je ne sais pas si c'est réalisable pour l'instant, parce que, vous savez, la guerre n'est pas terminée, à mon avis. Nous risquons d'assister à de nouvelles escalades dans la région. La pression monte. Si vous souhaitez parvenir à un accord entre l'Iran et les États-Unis, vous devez urgemment améliorer ou normaliser vos rapports avec Israël. Ça va aider Israël? Comment? Ça va marcher? Comment? Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'on connaît déjà leur position, même avant le début de cette guerre. À quiconque. Ils ont déclaré que sans un État palestinien, il n'y aurait pas d'amélioration dans leurs relations avec Israël, si tant est qu'il y en ait. En ce moment précis. Hier, ou peut-être c'était avant-hier, quand Trump a eu cet appel avec tous les Arabes du Golfe en Turquie et en Égypte, il a évoqué le sujet de, tu vois, donc on va signer l'accord d'Abraham, d'accord? Un silence de plomb s'est installé. Personne n'a bronchonné. C'est comme, d'accord, ne lui dis pas de dégager. Il va s'énerver. Ne dis rien. Ils ont dit, oh, c'est intéressant. Donc oui, c'est fichu. Le temps des accords d'Abraham est révolu et avec le massacre de, eh bien, probablement plus de 100 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants. Je ne vois aucun des gouvernements du Golfe, à l'exception peut-être des Émirats arabes unis, avoir le cran de faire ça. Todo. Si tu parlais, Larry, des difficultés qu'on rencontre en ce moment, ça veut dire qu'on met fin à la guerre sur tous les fronts. C'est la voie directe ou celle qui compte vraiment. Est-ce qu'on parle du programme nucléaire iranien? À qui compte? Aujourd'hui, ce matin, nous avons appris du ministère des Affaires étrangères d'Iran que l'objectif urgent est actuellement de mettre fin à la guerre. À qui front? Sur tous les fronts, ce qui est clairement impossible avec le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou, vu ce qu'ils font. Comme nous en avons discuté, ils bombardent le Liban, ils bombardent Gaza. C'est tragique. Ils s'en prennent aux gens en Cisjordanie. Tu te rends compte? Que je considère comme l'une des demandes inflexibles de l'Iran. Ce n'est pas qu'une question de dire, d'accord, arrêtez de nous attaquer. Il faut aussi que vous cessiez d'attaquer le Liban. Vous devez cesser d'attaquer le peuple palestinien. Les États-Unis ont la capacité de mettre fin à cela. Nous allons vraiment mettre un terme à notre relation avec Israël. Mais sur le plan politique, cela n'arrivera pas. Trump ne va pas agir ainsi. Cela signifie que le combat contre les Palestiniens et les Libanais va se poursuivre. Israël pourrait en réduire un peu, mais souvenez-vous de Trump, se targue de tirer les ficelles de Netanyahou et il leur ordonne d'arrêter de bombarder au Liban. Je te jure, ils finiront bien par arrêter de bombarder le Liban. Et qu'est-ce qu'Israël fait depuis? Il bombarde jour après jour là-bas. Donc, vous savez, à moins que Trump ne se décide vraiment à agir et qu'il ordonne au département de la guerre et au département d'État de couper l'aide, de la retirer, reculer, réduire les effectifs, rappeler les conseillers, puis cela pourrait capter l'attention d'Israël et amener les États-Unis à négocier un accord. Si le combat s'arrêtait et les Israéliens ont commencé, vous savez, à se montrer disposés à reconnaître un État palestinien. Oui, je pense qu'un accord d'Abraham pourrait être envisageable, mais je crains que ce ne soit pas pour demain. Israël, c'est de cela que les sionistes parlent. Vous savez, ils parlent toujours de ce qu'ils aimeraient provoquer un nouveau cycle de violence avec l'Iran pour ensuite rivaliser avec ça. Faire exploser la mosquée Al-Aqsa, un acte de destruction inacceptable. Blâmer l'Iran pour provoquer une guerre entre l'Iran et le reste du monde musulman. Et après,
dégager le passage pour qu'Israël puisse enfin bâtir le troisième temple. Franchement, tout ça est vraiment absurde. Je ne sais pas à quel point vous connaissez la Torah, l'Ancien Testament, comme l'appellent les chrétiens, mais lorsque les enfants d'Israël s'étaient échappés d'Égypte, ils ont été prévenus, ne fabriquez pas d'idolâtrie, ne créez pas de choses physiques que vous adorez. C'était ça le commandement. Et après, quand Moïse monte pour recevoir les 10 commandements, les commandements sont donnés et voilà qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Adorez le veau d'or. Et il a brisé ce qui était la première version des commandements avant de monter pour recevoir la nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle du livre du Deutéronome, il s'agit de construire ce temple et il va être orné d'une soie magnifique et tout cet or et vous allez vous contenter de ça. Franchement, c'est plutôt absurde d'ériger une idole. Donc, comme je l'ai dit, je dirais aux Juifs et aux chrétiens, votre Dieu est carrément perdu. Parce que d'une part, il dit de ne pas faire d'image sculptée. Et puis, il consacre tout un chapitre à des détails architecturaux. Construis ça, embellis-le et fais le tour avec cette arche de l'Alliance. C'est juste comme toutes ces idoles. Et ce qui est vraiment triste, c'est que les gens croient encore à ces conneries. Et à cause de cela, ils sont prêts à tuer d'autres êtres humains pour poursuivre cette idole que leur Dieu serait soi-disant censé leur interdire de créer. Désolé, mais ce genre de truc me rend fou. Parce que vous aurez des gens sensés, des personnes éduquées qui diront « Oh, le temple, vous savez, on va rassembler les Juifs religieux. » Ils diront « Ah ouais, ramène le temple, mec, le Messie arrive. » Et les chrétiens répliqueront « Ouais, tu l'as déjà zigouillé une fois. Tu veux qu'il revienne. » C'est là qu'on aborde toute cette histoire d'eschatologie et les musulmans ont aussi leur version. Je ressens vraiment cela. Respecter la religion, c'est croire que Dieu est le créateur de chaque vie compte. Alors souviens-toi que ceux qui t'entourent sont aussi une création de Dieu. Traitez-vous comme des humains, d'accord? Arrêtez de vous tuer, de vous affamer, de vous persécuter. Ça suffit. Désolé. Voilà votre leçon du jour. Larry Donald Trump a dit dans son dernier message, il dit que peut-être un ou deux pays ne le feraient pas à sa icône. Veut établir cet accord entre les États-Unis et l'Iran. De quel pays parle-t-il? Israël et les Émirats, peut-être. En fait, je crois qu'il parle surtout d'Iran. Je ne sais pas qui d'autre pourrait faire votre choix, peut-être Qatar ou les Saoudiens. Je pense que les Saoudiens sont encore ouverts à un deal avec Israël. Ils n'ont jamais été très près de leurs principes au fil des ans. Incroyable. Encore une fois, Trump se laisse emporter par une illusion, car les éléments pour parvenir à un accord, c'est possible, mais cela nécessitera l'engagement des États-Unis. Les États doivent accepter certaines concessions que le lobby sioniste ne tolérera pas. Je ne vois pas comment il peut combler ce fossé. Je ne le trouve pas assez fort pour leur dire « Écoutez, je vous ignore ». Je ne le vois pas faire ça. Je crois que Lindsey Graham l'a dit à quiconque. Il a posté que tout ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis se terminera par un désastre pour Israël. Mais il n'y a aucun moyen de changer la réalité pour Israël, c'est vrai. Comment Donald Trump pourrait-il y parvenir? Il n'y a pas de solution. C'est quoi ça? Alors quelle est la réponse selon des gens comme Lindsey Graham? Alors c'est un autre aspect à considérer. Les gens pensent que juste Bibi, mais en réalité le véritable problème, c'est Bibi Netanyahou. Si on se débarrassait de Bibi, ça serait vraiment top. Mais bon, même sans lui, le problème sioniste est toujours là. Et les extrémistes, incarnés par des figures comme
de Ben-Gavir et Bezalel Smotrich, ils représentent, hélas, une minorité très influente. Mais lorsque vous les reliez à d'autres éléments du Likoud, les conservateurs, ils représentent toujours la voix du peuple en Israël. Ce n'est pas que vous vous éloignez de l'extrémisme, c'est que vous êtes totalement pris au piège par lui. Alors, comme je l'ai dit, Bibi s'en va. Mais les politiques ne risquent pas de changer beaucoup. Le problème qu'Israël rencontre actuellement, c'est ses propres limites en matière de puissance militaire, malgré leur prétention d'être les plus forts et les meilleurs de la région. Je pense que si tous les réservistes étaient mobilisés, cela représenterait entre 300 000 et 400 000 hommes. Je pense qu'ils tiennent avec 90 000 actifs et c'est éprouvant. En même temps, on constate une augmentation des suicides. Donc vous ne souffrez pas seulement d'une commotion cérébrale, mais aussi de ça. Le meurtre de civils et d'enfants a des conséquences dévastatrices. Il y a encore plein de soldats israéliens qui ont une conscience, qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Et ils sont tourmentés par ces images de ce qu'ils font à ces personnes. Eh bien, il y a maintenant certains au sein des rangs israéliens qui sont complètement inhumains. Ils s'en fichent. Ils violeront et assassineront par pur plaisir. Je viens de voir qu'il y avait un État uni. Un citoyen qui était parti se battre vient de revenir chez lui et s'est suicidé dès son retour. Donc, vous savez, regardez, c'est en phase avec ce qui est arrivé à la Wehrmacht. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont envahi la Pologne avant de se diriger vers l'Ukraine, où ils ont commencé à mener des exécutions massives de Juifs sur le chemin. Une des pressions qui ont contribué à l'émergence de, si on peut dire, chambres à gaz. D'autres méthodes d'extermination de masse étaient nécessaires car ces soldats faisaient face à des ruptures psychologiques. L'armée régulière était touchée par cela. Il fallait vraiment une foule de fanatiques pour avoir ce genre de comportement. Et donc, vous voyez le même type de phénomène maintenant parmi les forces de défense israéliennes. Alors, vous voyez, c'est comme si on essayait de mener une guerre à Gaza, une autre en Cisjordanie. Je ne l'appelle pas une guerre, mais c'est exactement ce que c'est. Et puis, il y a cette guerre dans le sud du Liban, et là où les capacités du Hezbollah ont été considérablement renforcées et leur utilisation, les premiers drones FPV causent d'importants dégâts. Supposons que Donald Trump décide de quitter le Moyen-Orient. Où se situe Israël aujourd'hui par rapport à ce qu'il était auparavant? Et si nous persistons dans cette attitude d'agression contre le Liban, d'attaquer la Syrie et Gaza, combien de temps peuvent-ils encore supporter cela? Non, ils ne peuvent pas y arriver sans, tu sais, il faut que les États-Unis soient là pour les soutenir complètement. Soutenir Israël ne peut pas tenir le coup. C'est aussi simple que cela. Leur économie est déjà en déclin. Cela fait 3 ans maintenant que nous n'avons pas de revenus touristiques réguliers. Autrefois, Israël était une destination touristique prisée par de nombreux chrétiens. Et vous savez, ça a séché. Tu sais, c'est juste l'ombre de ce que c'était autrefois. Et puis, les ravages qu'ils ont subis à cause des attaques de missiles. Il pourrait y avoir une reconstruction en cours, mais d'autres rapports soulèvent également des préoccupations qu'un nombre croissant de professionnels, de chercheurs et d'autres quittent Israël de plus en plus fréquemment. Ils se dirigent vers d'autres destinations, comme Chypre, par exemple. Donc, ils ne restent pas en Israël. Israël fait face à une perte d'effectifs, non seulement à cause de la guerre, mais aussi parce que des gens choisissent de partir dans un contexte d'économie en déclin. Donc, si les États-Unis se retirent, Israël n'a pas d'avenir. Larry, la logique selon laquelle les victimes et la souffrance sont généralement inévitables. Après les guerres, pour les soldats et les troupes,
leur impact est bien plus grand qu'il ne l'était pendant le conflit. Comment cela va-t-il en tenant compte de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec Israël? C'est que ISV apporté 2000 colosonados sinos telecondesodo. Une sorte d'énorme impact, je ne sais pas vraiment. Impact significatif sur l'armée israélienne. Je ne parle pas de la société. Ça va être comment exactement? Comment l'armée va être influencée par la guerre d'une manière urgente et sévère? Parce qu'on sait qu'on a reçu des rapports sur l'effondrement de l'armée israélienne et qu'il manque d'effectifs. Mais comment cela va-t-il affecter l'armée en Israël? Eh bien, malgré toute la propagande occidentale, il faut le dire, l'armée israélienne n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une armée professionnelle. C'est une armée de réserve et elle est mal commandée. Il est mal discipliné et il ne l'est pas. À mon avis, ce n'est pas vraiment à la hauteur pour être considéré comme un militaire de métier parce qu'il se livre à de ces crimes odieux qui ne sont pas des incidents isolés. C'est bien connu. Et vous savez, même en parlant de la violation et de la dégradation de vos prisonniers. Alors, vous savez, la création de la conférence de Genève a marqué un tournant historique important. La convention a été une réussite. C'est bon, nous y sommes arrivés. Suite à la Seconde Guerre mondiale, pour corriger et prévenir les atrocités survenues durant la Seconde Guerre mondiale, l'éradication massive de populations, le nombre d'actes de violence perpétrés contre des civils dans le but de garantir qu'il y a une certaine protection pour les civils, qu'il y avait un certain principe de légalité. Nous sommes en train de tout anéantir. Les conventions de Genève sont désormais réduites à néant. Et cette destruction a eu lieu ces 10 dernières années, disons probablement depuis une décennie, dans le Donbass, où les forces ukrainiennes, comme vous le savez, ont massacré des civils en Crimée, à Odessa en particulier, puis a continué à bombarder et à pilonner des civils à Louhansk et à Donetsk. Et voilà, ça continue. Regardez les États-Unis. On aperçoit quelqu'un sur un bateau dans les Caraïbes. On entend dire, ah, c'est un dealer de drogue. On les fait sauter, on les abatte sans procès juste. Ils ne représentent pas, vous savez, selon le droit international, une menace imminente. Et pourtant, nous déclarons qu'on va les éliminer. Il ne s'agit donc pas de rien. Vous savez, je ne veux pas stigmatiser Israël en pensant qu'il est seul le méchant dans l'histoire. Franchement, les États-Unis sont bien pires. En ce qui concerne notre travail, on finit toujours par un cap de la moralité comme si on était tellement supérieur. Vous voyez, on est des êtres éclairés. Tu sais bien ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est sain. Et pourtant, sachez que notre bilan est tragique, avec trop de civils tués. Cela remet en question le droit international et Israël, en tant que ministre de la Défense, a pris la parole devant l'équipe de la sécurité nationale en Israël il y a près de 5 semaines, selon les rapports d'Alistair Crook et de sa femme Aisling. Il a dit « Hey, on ne peut pas continuer ainsi, on est à bout. » Et eux, ils ne peuvent pas non plus. Mais depuis, il n'y a eu aucun signe de changement, aucune volonté de reculer ou de trouver une autre solution. Asi Benjirus, il insiste sur le fait qu'Israël ne doit pas banaliser la menace que représentent les drones explosifs. Il est temps pour le Premier ministre de s'imposer à Trump et de lui annoncer qu'Israël retourne à la guerre au Liban. Il faut absolument que nous coupions l'électricité du Liban. Électricité et jette un œil sur la zone Zarani avant de revenir. Il affirme en substance que nous devons relancer la guerre. C'est une guerre à grande échelle et il faut y revenir à cause des drones. Ça va faire partie des... Parce qu'en ce moment, les deux côtés négocient. On dirait qu'Israël sera
se prépare à lancer une attaque massive contre le Liban pour tout ravager. Vas-y, je ne sais pas ce que Donald Trump ferait. On n'a pas vu ce genre de cran envers Israël de la part de l'administration Trump. Eh bien, tout cela est déjà prévu. Sur la déshumanisation de Hezbollah, la déshumanisation du peuple libanais, la déshumanisation du palais. Tant que vous les considérez comme des terroristes, vous pouvez leur faire ce que bon vous semble. C'est pourquoi j'ai écrit il y a quelques jours. J'ai regardé le débat qui a eu lieu mercredi dernier entre John Mearsheimer, Stephen Walt d'un côté et nous de l'autre. La propre version de Ben-Gvir, Mike Pompeo, vous voyez ce que je veux dire? Pompeo était aussi enrobé que Ben-Gvir, mais maintenant, vous savez, il a un peu perdu du poids. Vous savez, je pense qu'il est toujours un véritable bigot, tout comme Victoria Nuland. Et pendant tout ce temps, il n'a pas arrêté de mentionner les milliers d'Israéliens tombés sous les attaques de Hezbollah. Alors j'ai dit, ce n'est pas correct. Obtenons les vraies statistiques. Depuis 1982, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 1000 Israéliens ont perdu la vie à cause des attaques de Hezbollah. Par le Hezbollah, mais en même temps, Israël a tué plus de 92 000 Palestiniens, ce qui est une estimation prudente. Vous savez, certains diront, non, ils ont tué beaucoup plus à Gaza. Je dis qu'on prenne les chiffres que les forces de défense israéliennes ont eux-mêmes acceptés. 72 000, 63 000. Maintenant, je suis d'accord. Je pense que le nombre est bien plus élevé, mais ce sur quoi nous pouvons vraiment nous mettre d'accord, au moins, même les Israéliens reconnaissent avoir tué près de 100 000 Palestiniens en 44 ans. Depuis des années, depuis 1982. Cela implique que pour chaque Israélien perdu, ce sont 100 Palestiniens qui tombent. Et puis Mike Pompeo a voulu qualifier le Hezbollah de monstre. Regardez les chiffres. Qui est le véritable monstre? C'est on ne peut plus clair. Ce sont ceux qui tuent le plus de gens. C'est très simple. Inutile de compliquer les choses. Voici ce que CNN vient de révéler, Larry, à savoir que l'Arabie Saoudite rejette la demande de normalisation de Trump et son insistance pressante sur l'État palestinien. Et voilà, vous savez, on en parle simplement. Je ne pense pas que l'Arabie Saoudite soit sur la pente descendante. Et ils savent ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ils ont sacrifié leur tout, ils ont pris part à cela. Ils ont aidé Israël et les États-Unis dans cette guerre contre l'Iran. Et je ne peux pas comprendre cela, car si c'est le cas, la population, l'opinion publique va les laminer, je pense. Ouais, ça leur est retombé dessus. Je n'ai aucun doute que Mohammed bin Salman disait en privé à Trump, « T'inquiète pas, on est sur la même longueur d'onde. Oui, va chercher l'Iran, écarte les mollahs et on s'en sortira tous. » Je pense que le 27 février sera une date importante. Il n'y avait pas un seul leader dans le CCG qui croyait que l'Iran pouvait affronter une attaque complète des États-Unis et d'Israël. Je doute qu'ils aient réellement réalisé à quel point une frappe de décapitation pouvait réussir. Mais je pense qu'ils ont largement cru que ce serait la fin de l'Iran. Et quand ça ne s'est pas passé, l'Iran a tout de suite riposté et attaqué les États-Unis. Infrastructures militaires en Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, ce fut un moment révélateur pour les Arabes du Golfe. Ils sont là, incroyables. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient nous protéger. Alors, comment ça se passe, vraiment? Non, pas du tout. Je pense. Les Saoudiens ont désormais compris que leur alliance avec les États-Unis n'apporte rien de bon. C'est franchement négatif. Et l'offre qui est proposée par la Russie et la Chine avec le Pakistan en tête s'apprête à présenter cela.
Je pense que c'est important, en fait, on m'a dit cela. J'ai appris hier apparemment que le Pakistan a offert une arme nucléaire, négociée avec les Saoudiens pour assurer la sécurité de l'Arabie saoudite, qui se trouverait ainsi protégée par la force nucléaire du Pakistan. Alors ça pourrait être encore contre Israël. Oui, je discutais avec quelqu'un et je lui ai demandé pourquoi les Saoudiens auraient-ils besoin de cela. Qui a une arme nucléaire qui les menacerait? Et moi, je réponds, sérieusement, tu te le demandes? Voyons voir. Ça commence par un I. Oui, Israël. Donc les Saoudiens bénéficient désormais d'une couverture nucléaire assurée contre Israël. Les Saoudiens ont prévenu les Israéliens, si vous nous attaquez, le Pakistan n'hésitera pas à frapper avec une bombe nucléaire. Cela ajoute une nouvelle source d'inquiétude pour les Israéliens. Larry, quelle est votre définition du rôle du Pakistan? Autres. Nous savons qu'ils ont de bons rapports avec les États-Unis, la Chine et l'Iran. C'est ça qui compte. Et comment avez-vous trouvé la politique étrangère jusqu'à maintenant? À quiconque. Ils sont actuellement en Chine à discuter de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Je suis sûr que la Chine connaît tous les aspects des discussions. Oui, donc le Pakistan et l'Iran ont au moins un intérêt en commun. Contrôler les Baloutches. Écoutez, c'est un point que j'ai déjà abordé dans plusieurs commentaires hier et je tiens à le répéter ici. Il y a 2 jours, vous aviez un terroriste entre les mains. Attaque au Pakistan contre un train de passagers faisant au moins 24 morts. Au départ, j'avais entendu que c'était 100, mais finalement c'est au moins 24 et cela a blessé beaucoup d'autres. Et c'était l'armée de libération du Balochistan, BLA. Bon, alors, quel pays dans le monde a eu une relation de renseignement secret avec les groupes d'indépendance baloutches qui remontent, disons, environ 46-47, des années? Cela pourrait bien être Israël. Et l'un des complots israéliens a été révélé il y a quelques années lorsque 2 agents du Mossad ont été découverts. Des agents de renseignement, ils se sont rendus au Baloutchistan en prétendant être des agents de la CIA et se promener avec de l'argent. Ils ont enrôlé toutes ces personnes pour exécuter des attaques terroristes en Iran. Mais ils vous utilisaient. Et donc ces Baloutchis croyaient qu'ils travaillaient pour les Américains. Alors quand ça a été révélé, c'est devenu vraiment un gros sujet. Il y a eu beaucoup de résistance. Vous croyez vraiment que cette attaque terroriste qui a eu lieu il y a 36 heures au Pakistan, c'était juste un coup du sort? Je veux dire, voilà le Pakistan qui occupe maintenant une place centrale dans travailler à établir un nouveau cadre de sécurité pour la région, et que ce groupe Falouchi a la malencontreuse idée de mener un attentat terroriste au Pakistan pour s'attaquer aux Pakistanais. Je n'y crois pas. Je pense que ce groupe était de concert avec les services de renseignement israéliens. C'est pourquoi ils ont fait cela comme un avertissement au Pakistan. Ne lâchez pas. Il y en aura encore. Maintenant, il y a c'est indéniable que le directeur actuel de l'armée pakistanaise ils ont pratiquement été aidés à se mettre en place, vous savez, le renversement d'Imran. Khan a eu le soutien des États-Unis, ce qui fait que, d'une certaine manière, le Pakistan a entretenu une alliance avec eux, mais l'alliance du Pakistan avec la Chine est plus forte. Il a effectivement un passé de coopération avec les États-Unis sur des questions de renseignement, comme les vols U-2, qui datent de plus de 70 ans. Mais quand il s'agit de s'aligner, d'obtenir des armes et des infos utilisées contre l'Inde, tout ça vient de la Chine. L'influence de la Chine au Pakistan est très importante. Et comme le Pakistan a, je pense,
Maintenir ouvertes les lignes de communication avec l'Iran, ils se trouvent dans une situation favorable où ils peuvent dialoguer avec leurs sunnites, mais ils ont un intérêt commun en matière de sécurité avec l'Iran. En fait, ça remonte à quelques années. Des attaques ont eu lieu contre les positions baloutches, tant en Iran qu'au Pakistan. Apparemment, les Iraniens ont permis aux Pakistanais d'entrer en Iran pour attaquer les positions baloutches et en retour, les Pakistanais ont donné leur accord. Les Iraniens prévoient d'entrer au Pakistan pour frapper les positions balouchis. Ils sont donc en train de coordonner un effort de sécurité transfrontalier urgent. Cela n'a pas apaisé le désir du Balochistan d'obtenir son indépendance, mais au Pakistan, c'est toujours là. Et l'Iran collabore. Ce que je comprends, c'est que le Pakistan a convaincu le Qatar et l'Arabie saoudite de se détacher clairement des États-Unis. Donc cette déclaration d'aujourd'hui de l'Arabie saoudite est décidée, non, nous ne normalisons pas nos relations avec Israël. Ça ne se fera pas tant que le peuple palestinien n'aura pas son État et que ses droits ne seront pas respectés. Je pense que la stratégie des pays du CCG repose sur deux conséquences majeures. La première, c'est l'attaque israélienne sur Doha. Tu te souviens, ils sont partis avec 15 avions de chasse en formation. L'Arabie saoudite, frapper des cibles à Doha et revenir sans accroc. Et puis, la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie avec les événements récents touchant les bases américaines. Ce sont deux facteurs majeurs pour ces personnes, à savoir la direction des pays du CCG. Et ils doivent trouver une solution quelconque et je ne suis pas sûr que le Pakistan va en faire partie. Peut-être qu'à l'avenir, il y aurait une sorte d'entente entre l'Iran et les pays du CCG. Parce qu'ils considèrent Israël comme un danger sérieux pour ces pays. Ça ne concerne pas l'Iran. Et je ne suis pas sûr que l'Iran cherche vraiment à entrer en conflit avec ces pays. Car ils ont servi pendant la guerre à attaquer l'Iran et à provoquer des morts. Et puis beaucoup de gens, Larry, pour être franc, en jetant un œil à la situation actuelle en Iran, les gens, ceux du quotidien, ne veulent pas pardonner à ces pays pour leurs actes pendant cette guerre contre l'Iran. Voilà la réalité de la société iranienne, laissant le gouvernement iranien de côté. Ouais, écoute, là, on attend de voir ce qui va se passer cette semaine. Je suis fermement convaincu que la situation actuelle, l'interruption des attaques contre l'Iran est due à l'Aïd et au Hajj. Parce que les Saoudiens, je pense que même les plus fous de l'administration Trump réalisent que s'ils lançaient des attaques maintenant contre l'Iran et se servir de l'Arabie saoudite, espace aérien et actif saoudien, qu'Iran riposterait d'une manière dévastatrice pour l'Arabie saoudite. Et cela renforcerait l'idée que traîner avec les États-Unis fait de vous une cible. Donc, Trump et son équipe ont décidé, vous savez, qu'ils allaient. Je ne me suis pas montré agressif. Je sais que les soldats américains qui s'occupent d'habitude des équipes d'action de crise, ils se sont tous pratiquement reposés. C'est un jour férié. C'est un long week-end de 3 jours ici aux États-Unis et tout le monde en parle avec enthousiasme. Prépare-toi à lire ce rapport, tu auras 1 heure. Il ne te reste qu'1 heure pour tourner au travail. Mais ils n'ont pas été rappelés. Dans ce contexte, les États-Unis et le militaire américain a essentiellement mis ses activités en pause pour le week-end du jour du souvenir. La question c'est, jusqu'à quand ça va durer? Pour en revenir à la planification, ils ont déjà tout en place. Ils savent quels objectifs viser et comment s'y prendre. Peut-être la vraie question c'est, peuvent-ils survoler l'Arabie saoudite? Les Saoudiens jouent un rôle central. Pensez à cette attaque contre le Qatar. Les Israéliens n'auraient pas pu faire ça sans l'aide des Saoudiens. Et la coopération, ou plutôt, si jamais ils ont survolé le territoire saoudien sans demander la permission,
Alors cela aurait été une insulte de plus aux Saoudiens et une violation manifeste de leur souveraineté. Il est impossible d'attaquer à Doha sans survoler l'Arabie saoudite en venant d'Israël. Il me semble que cette distance fait environ 800 miles, ce qui veut dire que il nous faut un KC-135 en vol pour ravitailler ces avions, et vite. Il n'arrive pas à Doha tout seul avant de prendre un vol retour. Non, il faut qu'il se ravitaille au moins 2 fois. Donc, comme je l'ai mentionné, nous n'avons pas eu beaucoup de détails sur le savoir saoudien ou complicité avec cette attaque à Doha, mais maintenant, il s'éloigne clairement de ça pour l'avenir. Et tu sais, j'ai découvert la semaine dernière quelque chose sur les États-Unis. L'activité de ravitaillement en vol, c'est en grande partie transferitoire irakien, marquant un changement significatif. Ce que l'Irak n'avait pas de défense aérienne, on peut basically faire ce qu'on veut là-bas. Mais vous savez, on a même remarqué au cours des 3 premières semaines, des unités soutenues par l'Iran sont sur le terrain en Irak, équipées de missiles surface-air. Ils ne peuvent pas abattre un KC-135. Ils l'ont fait une fois. Alors ils pourraient bien le refaire. Donc, il y a pas mal de choses floues pour l'instant. Larry, mon ami, ça fait un bail. On n'a pas discuté de l'Ukraine, mais il se passe vraiment des choses là-bas. La Russie est furieuse à cause de ce qui s'est passé, l'attaque contre des civils, des jeunes filles. Ils ont attaqué les dortoirs en Russie. Un lycée, c'était un lycée, et la Russie a répondu. Il me semble qu'ils ont utilisé Oreshnik. Ouais, la matraque a apparemment été utilisée sur un militaire, base aérienne au sud-ouest, des Iskanders à Kiev. Et puis, d'autres missiles importants étaient là, ont été utilisés dans Kiev même, provoquant des dommages considérables, endommager les bâtiments gouvernementaux, ainsi que j'ai vu aujourd'hui que la Russie a de nouveau averti les Occidentaux qu'ils devraient quitter Kiev au plus vite. Je pense que vous allez voir maintenant une agression continue qui va rendre la capitale invivable. Ils n'attaqueront pas. Encore une fois, les Russes prennent soin d'éviter les cibles civiles. Ils veulent s'assurer de frapper des cibles militaires. Mais vous savez, cette attaque qui a eu lieu à Dakans, c'est juste, tu sais, c'est scandaleux. C'est mort, tu sais, c'est terrible, surtout quand on sait que 60 à 70% étaient des filles. Les autres 30% étaient des jeunes hommes ou des garçons. Ils ont moins de 18 ans, après tout. Ce n'était pas du tout un objectif militaire. La réaction des Russes face à cela est vraiment intense, très profondément ancrée, et ils ne lâchent pas prise. Je crois que la guerre en Ukraine a maintenant franchi un nouveau cap, et cette phase inclut la possibilité, ou peut-être même la probabilité accrue d'attaques territoire européen dans les pays baltes, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne. Aucune usine, aucune activité industrielle là-dedans, produisant des drones qui sont utilisés pour attaquer à l'intérieur de la Russie. Ils seront désormais une cible. Je pense que c'est assez clair grâce à l'ambassadeur Polyansky de la Russie. Représentant à l'OSCE, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Rybkov, je crois que Peskov a mentionné un point que j'ai évoqué, et Maria Zakharova a également pris la parole. Elle a été tout aussi convaincante. Je pense donc que lorsque le ministère des Affaires étrangères signale que nous passons à autre chose, nous entamons un nouveau chapitre ici. Restez bien attentifs, c'est important. L'Europe se radicalise-t-elle davantage face à la Russie? Quand cette guerre a commencé, tout le monde parlait de la victoire de l'Ukraine, de ses frappes contre la Russie, de son efficacité sur le terrain. Il semble qu'ils deviennent plus radicaux
et veulent s'engager dans la lutte. Oui, aggraver la situation. Oh ça. Je ne sais pas à quel l'Europe est vraiment prête aujourd'hui vu tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient et à quel point les réserves d'armes des États-Unis sont réduites parce qu'on a entendu parler du système TIAD, tout ça, vous savez, à qui qu'on les rapports et comment l'Europe va-t-elle être en mesure de s'impliquer ou d'escalader le conflit contre la Russie. Eh bien, il y a clairement un fossé entre ce que disent les dirigeants et ce que ressentent les gens. Si, vous savez, d'après les sondages, personne n'a vraiment envie de se battre contre la Russie. Si vous écoutez les déclarations de mérite, je vous assure que Kroll et Starmer montrent un réel enthousiasme et se penchent avec intérêt. C'est un clown de Finlande. Et ils sont prêts à partir en guerre contre la Russie. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Et c'est là que la Russie a été très ferme en répondant comme si elle disait que c'est arrivé à un point crucial. Il est important de noter que même dans le cas de Sergei Karaganov, vous savez, il a clairement dit qu'on devrait utiliser des nucléaires contre l'Europe pour convaincre, leur dire qu'ils ne peuvent pas continuer à nous menacer ainsi, ni jouer avec la guerre sans en subir les conséquences. Ils doivent comprendre qu'il y a de vraies conséquences. Alors, vous savez, je ne pense pas que Vladimir Poutine prenne ce chemin tout seul, mais la pression de l'opinion publique en Russie monte tellement qu'il pourrait commencer à demander et à soutenir cela. Vous savez, Medvedev a été très clair dans ses commentaires l'autre jour. Ce qui s'est passé en Ukraine il y a 2 jours doit se répéter chaque jour. Chaque jour, le flot incessant de missiles et d'attaques sur Kiev continue jusqu'à ce que les Ukrainiens se rendent. Donc, on constate une montée et je pense qu'on arrive à un moment crucial. Le sang-froid s'évanouit et la Russie va déployer encore plus de force. Qu'en est-il du système de défense aérienne de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est le système Patriot? Ouais. C'était quoi ce mot que tu as dit? Défense aérienne? Ouais, ils n'en ont pas. Disparu. Vous savez, le système Patriot est réellement efficace dès le départ, surtout contre les missiles balistiques et de croisière. Ça pourrait abattre quelques drones, mais c'est à peu près tout. Mais c'est fini. Vous savez, le système de défense aérienne d'Israël, qui repose sur les Patriotes des États-Unis, est à bout de souffle. C'est, vous savez, être à bout de souffle. Donc, ce n'est pas qu'ils aient un bon approvisionnement à déployer. Ils n'ont rien de tout ça. Ils ont déjà épuisé les stocks du PACOM dans le Pacifique pour renforcer. La capacité de restaurer des capacités dans le Golfe Persique et en Israël. En vain, car la plupart des missiles balistiques iraniens sont supérieurs aux États-Unis. PAC 3 et David affrontant les Israéliens aussi. Larry, ces drones que les Ukrainiens emploient contre la Russie, ils viennent du Royaume-Uni. Je ne sais pas qui les produit. Nous avons entendu des allégations. Certains d'entre eux sont fabriqués au Royaume-Uni, en Allemagne, ainsi qu'en Pologne et en Roumanie. Mais malheureusement, je n'ai pas d'informations fiables pour vraiment dire de quel pays il s'agit. Mais apparemment, les Russes n'hésitent pas à agir. Et comme je l'ai dit, ils ont averti les Européens que cela n'allait pas rester sans réponse. Ouais, tu vois ça? Le jour où la Russie frappera les bases américaines en Europe, si les États-Unis s'engagent dans une attaque qui tue des civils russes ou des enfants, comme ça s'est passé l'autre jour, il y a des preuves évidentes. D'accord. Dans ce cas, oui. Je pense que la Russie en a ras-le-bol. Un nombre croissant de Russes sont exaspérés par ce qu'ils considèrent comme la duplicité des États-Unis, qui favorise des attaques contre la Russie
tout en prétendant agir autrement. Chercher à empêcher la Russie de se défendre. En Suisse, nous avons observé l'impact de Starlink, Larry, en Iran, contre l'Iran et contre la Russie. L'une des raisons majeures pour lesquelles ces drones ukrainiens peuvent frapper en plein cœur de la Russie, à Kikon. Il y a un satellite à l'intérieur du territoire russe, ce fameux Internet de Starlink, vous voyez. Et il faudrait que ces personnes rendent des comptes pour ce qu'elles fournissent. Ce genre de soutien pour ces actes terroristes de l'armée ukrainienne est inacceptable. Cela va-t-il être abordé dans un cadre plus général? Parce que si vous avez un service comme Starlink, c'est un bon moyen d'accéder à Internet par satellite. Mais après tout, si vous pouvez en faire un moyen de faire tomber les gouvernements, sans provoquer un véritable chaos, des pertes massives, des civils exterminés par ces haches. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et qui porte la responsabilité? Eh bien, au bout du compte, c'est Elon Musk qui est responsable. Les Russes ont les moyens d'éliminer ces satellites. Eh bien, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Russes, tu as hésité à détruire des satellites, non? Cela pourrait les exposer à une réaction similaire des États-Unis. Alors, quand on se retrouve dans une guerre spatiale où chaque camp commence à détruire les satellites de l'autre, c'est risqué, parce que supprimer ces satellites entraîne une perte de communication. Et puis, un manque de communication engendre davantage d'incertitudes et augmente le risque d'erreur pour, vous savez, devenir très sérieuse très rapidement. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'Errol, le père d'Elon Musk, a déjà effectué plusieurs voyages en Russie récemment. Tu sais, j'étais avec lui il y a environ 1 an. Il en est très admiratif. Alors, vous savez peut-être que les Russes espèrent opérer un tour de magie via Errol pour que Delon fasse marche arrière. Mais en fait, vous savez, j'ai remarqué ces 2 ou 3 dernières semaines, les Russes annonçaient qu'ils avaient réalisé des tests avec succès, à déployer un nouveau système d'armement amélioré pour éliminer des satellites. Ils ont compris, oui. C'était un vrai signe pour Elon Musk. Ouais, tu sais, Elon, alors il déménage dans le... C'est un peu un nouveau domaine d'activité et en ce moment, si vous utilisez un portable, vous dépendez d'une antenne relais. Mais il a réussi à obtenir de la bande passante. Une société nommée EchoStar. Théorie qu'il pourrait proposer une nouvelle génération de téléphones portables. C'est comme un satellite, ça n'a rien à voir avec les anciens téléphones par satellite. Tu sais, tu aurais pu les acheter, mon Dieu, c'était énorme, fallait vraiment être, tu sais, une grande entreprise ou un gouvernement pour y accéder. Maintenant, il évoque l'utilisation du système Starlink pour gérer les appels. Alors soudain, vous n'aurez plus à vous inquiéter de la présence d'une antenne relais à proximité. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Si votre téléphone se connecte à un satellite, vous pouvez aller partout et rester connecté. Voilà ce qui s'annonce. C'est l'avenir. Et donc, dans un avenir comme ça, on arrive à différents types d'applications militaires. Réfléchissez-y un instant. Imaginez-vous avec un téléphone portable. En ce moment, ils peuvent localiser quelqu'un avec des antennes relais. Mais que se passe-t-il si on utilise un satellite? Vous pouvez vous trouver n'importe où dans le monde. Ça pose des questions de sécurité intéressantes. Je parle de sécurité personnelle la rue. Avec ce magnifique chapeau, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur, Cuba. Il semble que, avec le temps, Donald Trump réalise que ne parvient à rien de positif pour sa position à cause de la guerre au Moyen-Orient. Il s'apprête à agir contre Cuba. Que pensez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée.
Alors, si nous envoyons des troupes à terre, appelons cela une nouvelle baie des cochons. Cela sent le désastre. Renverser le gouvernement actuel, d'accord, mais après. Nous, les États-Unis, devons nous emparer de ce gouvernement. Alors, vous comptez instaurer un régime militaire, n'est-ce pas? Ils doivent vraiment réfléchir à fond à cette situation, car du côté cubain, ils savent ce qu'ils font. Il y a encore des fervents partisans de Cuba et du communisme. Et vous savez, Cuba est né d'une lutte acharnée pendant la guerre de guérilla dans les montagnes de la Sierra Madre. Ils ont des abris là-haut, des refuges, des stocks d'armes et des munitions. Ils pourront mener une guerre de guérilla contre les États-Unis. Et donc, les États-Unis se présentent comme des libérateurs. Et on va se retrouver sous attaque. Puis, pendant qu'on est attaqué, alors on va faire demi-tour et se mettre à frapper la population locale parce que ce sont des guerriers de la guérilla. Ils ne le font pas. Ils n'ont pas d'uniforme. Plus nous tuons de Cubains, plus l'opposition va croître. Écoutez, franchement, je ne pense pas qu'ils aient bien réfléchi à tout ça. Ils veulent juste jouer les gros bras en faisant passer un porte-avions. C'est vrai. Mais affamer les gens, leur imposer ce genre de sanctions économiques, c'est tout simplement inacceptable. Voyons ce qui va se passer. Et je pense qu'à partir de vendredi, nous aurons quelque chose de nouveau, des nouvelles de... Oui, l'Aïd sera passé et on saura alors si on repart en guerre avec l'Iran. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, l'armée et tous ses gars, forces aériennes, marines qui ont agi comme des fauves ces 3 derniers mois. Ils ont en gros eu un long week-end tranquille. Il ne restait qu'une petite équipe, vous savez, pour surveiller. Il ne se passe rien de particulier, mais rien d'important non plus. On verra bien. Oui, comme Larry l'a dit, s'il parle maintenant de 60 jours de cessez-le-feu. Mais si les États-Unis souhaitent rester dans les environs de l'Iran, près de ses frontières, qu'est-ce que cela implique vraiment? C'est le même type de blocus. Vous savez, ces 60 jours de cessez-le-feu où les négociations doivent se tenir. Ça serait quoi ça? Je n'ai rien entendu des États-Unis à ce sujet. Ouais. Ça fait un jour. Tu sais, c'est facile de suivre le temps qui passe. Parti parce qu'en fait, ça a commencé le dernier jour de février, le 28. On a donc eu 31 jours en mars et 30 jours en avril. Donc ça fait 61 jours. On est déjà au 25 mai. Alors ça fait 86. Après, avec les 28, ça nous donne 87 jours. Alors, vous savez, faites juste la division. On est, vous savez, à peu près à la semaine 13. Ça arrive vite, juste dans quelques jours. Nous en sommes à 12 semaines dans ce conflit, dont 7 semaines de cessez-le-feu. Et pendant ce cessez-le-feu, l'Iran a renforcé ses capacités. Donc il y avait un endroit où les entrées avaient été bombardées et fermées. C'est un site de missiles. Tout a été reconstruit, rouvert et prêt à partir, vous savez. Et puis apparemment, l'Iran a reçu de la Chine certains missiles à navires supersoniques importants. Je pense qu'Iran a compris que si les États-Unis reprennent leur offensive, ils viseront directement les Américains, des navires de façon plus coordonnée qu'auparavant. Alors j'espère sincèrement que cette guerre ne repartira pas. Mais, vous savez, jusqu'à présent, Trump refuse de se retirer de cette situation. Oui. Ils ont dit hier avoir abattu l'un de ces drones de reconnaissance avec un nouveau système de défense aérienne. À ce qui compte. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Ils l'appellent Arrache l'archer. Franchement, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai entendu parler des Bolvar, un truc comme ça. Est-ce qu'ils l'ont descendu? Oh. Ouais. Ils ont frappé fort et ça fait tomber. Ouais, on va voir ce qui se passe.
Merci beaucoup, Larry. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. D'accord. Merci de m'avoir laissé mettre mon chapeau, mais aujourd'hui, je devais faire mieux que ta chemise. Alors ma combinaison chapeau et chemise doit surpasser la tienne, qui est déjà top. Choix de vêtements. Merci infiniment, Larry. À vendredi. D'accord, mon ami. Je sais que tu es occupé cette semaine et je te surveille de près. Continuez comme ça. À bientôt. Salut.